pendant longtemps, ça a été principalement un sujet de femmes. Oui. Et puis de plus en plus, on comprend que non. Cactus, le podcast qui pique les RH. Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous comme invité pour ce nouvel épisode de Cactus, Tiffaine Mayol, consultante en parentalité et équilibre des vies en entreprise, entrepreneur, praticienne programmation neurolinguistique, maman et auteure de l'ouvrage La parentalité en entreprise expliqué à mon boss aux éditions Kawa. Bonjour Tiffaine. Bonjour Sandra. Tout d'abord, une consultante en parentalité et une praticienne programmation neurolinguistique, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que ça peut ne pas évoquer grand-chose, mais globalement, mes missions au quotidien, c'est de sensibiliser, responsabiliser et engager les dirigeants pour mieux prendre en compte la conciliation travail-famille et du coup mieux soutenir la parentalité. Et j'utilise entre autres les outils de la PNL, qui sont des outils reconnus, des modèles de communication et de transformation pour accompagner mes clients. D'accord. La parentalité, j'ai pu me renseigner un peu et je vois souvent, on la définit comme, c'est peut-être un peu grossier, comme la fonction d'être parent, mais est-ce qu'on peut vraiment la réduire à ça ? Alors c'est vrai que quand on parle de parentalité, ça peut être un peu flou et souvent on a la sensation qu'on parle d'éducation, ce qui est vrai, mais en tout cas quand on évoque le terme en entreprise, quand on parle de parentalité en entreprise, c'est de manière plus globale comment on accompagne les parents et derrière c'est des sujets de conciliation des vies, d'équilibre et de tout ce que on peut mettre en place pour favoriser et soutenir le collaborateur parent. Et c'est vrai que quand on parle de parentalité en entreprise, on entend souvent encore maternité ou en tout cas pendant longtemps ça a été principalement un sujet de femmes. Oui. Et puis de plus en plus on comprend que non, il s'agit bien aussi de paternité et derrière toutes les questions liées au rôle du père en entreprise et voilà, donc c'est vraiment très large au niveau du spectre aussi. On voit qu'au départ, quand on parlait de parentalité en entreprise, on pensait surtout à tout ce qui était service lié à la petite enfance. Et puis aujourd'hui, quand on parle de parentalité, ça va, le spectre est beaucoup plus large puisqu'on parle même des problématiques liées aux aidants familiaux. Donc voilà, donc c'est un terme qui est très très vaste et qui est d'ailleurs nécessaire de définir avant de pouvoir en parler. Effectivement, j'avais pu lire effectivement que ça s'appliquait aussi aux pères et aussi aux grands-parents. Donc effectivement, c'est beaucoup plus vaste que juste faire référence à la maman et à la maternité. Oui, et à la grossesse, voilà, quelque part, c'est plus vaste que juste la cible maman, et puis plus vaste que juste l'arrivée de l'enfant au sein du foyer, parce que on est parent toute sa vie, donc c'est vraiment tout le cycle de vie du parent, et ça va en effet jusqu'à la grand-parentalité, puisque aujourd'hui on voit beaucoup de grands-parents qui sont encore en poste en entreprise et qui en plus de ça soutiennent leur famille et ont à charge leurs petits-enfants de temps en temps. Donc voilà, donc c'est vrai que ce sujet concerne à peu près 80% des personnes en entreprise. Donc on a la sensation que c'est une petite partie de la population, mais au final en entreprise c'est une grande majorité qui du coup pour qui ce sujet est important. Et puis même si en tout cas moi je traite de la conciliation à travers le chapitre de la parentalité, quelque part toutes les mesures qu'on met en place en entreprise pour soutenir les parents et donc la conciliation travail-famille bénéficient aussi bien sûr à ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont ce désir d'enfant, mais c'est pas forcément actuel, mais quelque part cette question d'équilibre des vies elle est présente chez chacun des collaborateurs et particulièrement je pense en cette période et vu les derniers mois qu'on a traversés. C'est sûr. Du coup, effectivement, j'ai l'impression qu'on en parle. Enfin, pour moi, de manière générale, la parentalité, on en parle depuis une dizaine d'années, vraiment. Mais jusqu'ici, c'était pas vraiment une très très grosse préoccupation. Alors, du coup, je suis un peu curieuse de savoir ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que je suis une passionnée. J'ai démarré, ça fait 5 ans que je travaille sur ces sujets-là.
démarré par la création d'entreprises où on s'adressait aux entreprises pour proposer des solutions alternatives aux places en crèche et pour accompagner le salarié parent justement dans sa reprise d'activité grâce à un mode d'accueil adapté à sa situation familiale. Je me suis lancée aussi parce que je suis passionnée par ces sujets. Moi-même, je me pose très souvent sur mon équilibre et sur ma manière de concilier mes activités professionnelles et ma vie familiale. Et puis, ce qui m'a poussée à écrire le livre, c'est aussi qu'il y avait très très peu, alors même que ça concerne une grande majorité d'entre nous, que quand on est parent et qu'on parle un petit peu avec d'autres parents, on se rend compte qu'on est tous sur ces problématiques et c'est une problématique parce que c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre justement. Et donc je trouvais ça dingue de voir que c'était un sujet pour tous les parents actifs et même ceux qui ne sont pas en activité et que pour autant il n'y avait pas de livre dédié à ça parce qu'il y a beaucoup de livres autour de l'éducation, mais vraiment de la manière dont on accompagne les parents en entreprise, c'est un peu plus rare. Et l'objectif du livre, c'était en effet de à la fois accompagner le parent qui est le premier acteur de son équilibre de vie dans une réflexion sur comment il concilie travail et famille, mais l'objectif c'était aussi et surtout d'appuyer sur le rôle des entreprises, des employeurs, des managers, de toutes les parties prenantes dans l'entreprise et de montrer que quelle que soit la taille, le secteur d'activité, l'organisation professionnelle, chacun pouvait agir et mieux prendre en compte la famille au travail. Donc c'est vraiment l'objectif de mon ouvrage qui a été écrit avec l'aide et l'appui, le soutien de nombreux chefs d'entreprise, parents, experts sur le sujet. On était tous rassemblés autour vraiment de cette conviction commune que il est nécessaire et bénéfique à la fois pour les salariés parents et pour l'entreprise de mieux prendre en compte ces sujets-là, puisque voilà derrière on le verra, ce n'est pas simplement pour le bien-être des collaborateurs que l'entreprise a intérêt à se préoccuper de la parentalité, parce que derrière voilà il y a des vrais enjeux, notamment d'égalité professionnelle, de responsabilité sociale, de performance des collaborateurs, et donc quelque part elle en tire un bénéfice direct. Du coup donc ça va au-delà parce que moi j'aurais pu au premier abord, on pourrait se dire la parentalité en entreprise expliquée à mon boss. Bon, il y a un peu une notion d'éducation. On serait peut-être sur une sensibilisation uniquement des patrons et en fait, ça va au-delà. Ça me fait poser la question, quelle est la part de responsabilité aussi de l'employeur face à ça ? C'est exactement ça, c'est une responsabilité qui est partagée et l'idée c'est pas seulement bien sûr l'entreprise peut freiner ou encourager l'équilibre des vies et la parentalité, mais c'est une responsabilité partagée et le collaborateur est le premier acteur de son équilibre des vies. Et c'est vrai que il doit aussi l'entreprise a pour rôle de mettre en place des mesures qui favorisent tout ça, mais le collaborateur doit aussi se montrer digne de confiance et responsable par rapport à l'autonomie, la flexibilité et tout ce qu'on peut lui apporter pour justement favoriser l'équilibre des vies. Donc c'est vraiment une responsabilité qui est partagée. Et l'ouvrage avait il y a une question d'éducation derrière, mais c'était pas plus une volonté d'éduquer les dirigeants, les managers que l'éducation aussi des collaborateurs. Et ce que je dis souvent, c'est quand un parent souhaite je sais pas obtenir un congé parental par exemple, et qu'il se prive de le demander parce que il estime que c'est pas du tout la politique ou que ça va pas être accepté, et quelque part il est autant responsable que l'entreprise si derrière il ne l'obtient pas. Et donc il faut déjà commencer par accepter de reconnaître ce dont on a besoin, ses priorités en termes d'activité professionnelle, de la manière dont on le gère avec ses responsabilités familiales, et puis après oser communiquer sur ses besoins, oser demander à son manager, oser se renseigner sur les mesures spécifiques de l'entreprise, sur le droit autour de la parentalité en entreprise. Et ça, quelque part, si le collaborateur ne le fait pas,
c'est le premier à en pâtir entre guillemets. Donc c'est vraiment aussi une éducation par rapport à ça, et puis aussi ne plus en faire un sujet tabou. Alors il est plus vraiment tabou aujourd'hui, on en parle, et encore une fois paradoxalement la crise sanitaire qu'on connaît a mis un peu ce sujet sous le feu des projecteurs, mais voilà, l'idée c'est de se dire c'est important d'en parler, et plus on en parlera, plus on évoquera à la fois les besoins et les solutions, plus on en tirera les bénéfices d'un point de vue individuel et d'un point de vue corporate pour l'entreprise. Vous faites bien de rebondir aussi sur le fait de la crise sanitaire, parce que j'ai pu lire dans votre ouvrage concilier vie professionnelle et vie familiale. Il est nécessaire de ne pas compter uniquement sur ses propres ressources. Donc ça, c'est ce qu'on disait, qu'effectivement, il fallait être prêt à demander de l'aide et effectivement à faire le point sur ses besoins, mais aussi de solliciter son entourage. Après le confinement et la pratique de plus en plus populaire du télétravail, est-ce qu'on peut voir le problème autrement ? Alors, je sais pas si on peut voir le problème autrement, mais en tout cas, je pense que la pratique généralisée du télétravail, le confinement, le déconfinement, le reconfinement, enfin tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, invite chaque individu à se reposer les bonnes questions, à questionner justement son rapport au travail, son temps dédié à sa famille, sa répartition et la frontière entre les deux. Et ça, du coup, ça amène à des prises de conscience, tout comme l'entreprise a été forcée à des prises de conscience, notamment le fait que le collaborateur que l'on voit en visio n'est pas seulement collaborateur, il est aussi parent. Il y a beaucoup de vidéos qui sont passées sur les petites têtes qu'on voyait dans les visios, dans les meetings, etc. Donc c'est vrai que l'entreprise est aussi face à cette réalité et cette nécessité de considérer son collaborateur non pas seulement comme salarié, mais salarié, parent, proche d'un entourage, engagé dans d'autres activités, et quelque part ça bénéficie à ce combat qu'on mène de mieux prendre en compte finalement l'écosystème du collaborateur dans la manière de le manager. Et donc voilà, donc c'est vrai que le télétravail a permis le télétravail généralisé permet à des gros avantages au niveau de la conciliation des vies. Je pense notamment à toute l'économie qu'on peut faire sur les temps de transport, qui permet d'ouvrir à d'autres projets ou du temps pour autre chose. Mais en contrepartie, la frontière entre sa vie familiale et sa vie professionnelle est d'autant plus floue. La charge mentale n'est pas forcément plus réduite. Donc voilà, donc ça crée un nouveau contexte, et en tout cas c'est une opportunité de se re-questionner, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle d'un individu, sur toutes ces questions-là, et d'oser des nouvelles manières d'organiser, de s'organiser, des nouvelles mesures pour les collaborateurs, et je pense que ça, en tout cas moi je crois que ça aura un impact plutôt positif sur ce sujet-là. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, la frontière est vraiment, vraiment mince parfois. Donc, il faut apprendre à gérer aussi. Et puis aussi, peut-être à le dire. Je pense qu'il y a vraiment, souvent, ce que j'ai aimé dans votre ouvrage, c'est que souvent, quand on parle de parentalité, l'employeur a souvent le mauvais rôle. On se dit oui, bon, ils mettent pas les choses en place, on se rend pas compte, mais effectivement, si nous on le dit pas, ça risque pas d'avancer. Et effectivement, on est les premiers fautifs de cette situation-là. Je dis pas que c'est pas partagé, mais je dis qu'effectivement, je pense que vous avez raison. En tant que parent, les gens doivent effectivement peut-être un peu plus s'affirmer et déclarer leurs besoins. Ça doit pas être facile. Exactement, s'affirmer et s'autoriser aussi. Oui, voilà, s'autoriser à se dire, certes, par exemple, je pense au congé paternité, où il y a encore des papas qui ne se l'autorisent pas parce que au-delà de peut-être de l'impact financier, c'est aussi une peur du regard des autres, de l'impact négatif que ça pourrait avoir sur la carrière, et quelque part c'est ces freins-là qui font que ça perdure en fait. Donc à un moment donné, il faut s'autoriser, il faut oser, et je pense que c'est ça qui fait avancer et bouger les lignes dans l'entreprise. Donc oui, il faut pas sous-estimer le rôle de chaque collaborateur. Après, on va
pas se le cacher, il y a des terreaux plus ou moins favorables et que il y a des entreprises qui ont déjà très très bien compris une bonne culture, l'intérêt de soutenir la parentalité et ont une vraie compréhension des enjeux évoqués précédemment. Donc voilà, donc ils ont déjà une culture d'entreprise, une culture managériale, une organisation du travail qui est au service de tout ça. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus réfractaires qui évoluent plus doucement. Donc après c'est aussi aux parents et aux collaborateurs de choisir l'environnement qui sera le plus aidant finalement pour la conciliation des vies. Du coup, j'en viens aussi à parler un peu aussi des conséquences, favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. En gros, globalement, même si on les connaît, quelles sont les conséquences pour les entreprises ? Alors les conséquences, si on parle de ça demande parfois un investissement financier, mais encore une fois, je voudrais souligner que c'est pas forcément des gros investissements financiers. Notamment, il y a une étude au Canada qui montre que on peut, les principales mesures de soutien à la parentalité ne sont pas si coûteuses que ça au final. Donc oui, ça peut coûter un peu d'argent, mais pas tant que ça, et c'est un petit peu ce que l'entreprise va devoir faire comme effort au démarrage, mais de plus en plus on mesure bien sûr l'efficacité et l'impact de ces mesures en termes de bénéfices justement, et elles sont nombreuses. Il y a notamment une étude qui a montré que le retour sur investissement était à peu près de 8%. Donc pour 100 € investis en mesure de conciliation travail-famille, on avait un retour de 108 €. Et ça peut se mesurer. Alors chaque entreprise va définir ses KPIs, mais on peut le mesurer à travers notamment la baisse de l'absentéisme qui est très présent notamment chez les jeunes mères avec des enfants en bas âge. Donc on pourrait un petit peu questionner quel est le lien entre l'absentéisme et le fait d'avoir des enfants. Donc de favoriser le soutien à la parentalité peut jouer sur la baisse de l'absentéisme. Alors c'est absolument pas le seul facteur. L'idée c'est là la difficulté, c'est très compliqué de montrer le rapport de cause à effet entre une mesure et les résultats, mais globalement on peut mesurer l'impact à travers la baisse de l'absentéisme, le bien-être global ressenti des collaborateurs, les coûts réduits de turnover notamment liés aux parents qui quittent l'entreprise parce qu'elle ne favorise pas, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre après l'arrivée d'un enfant. Donc c'est important bien évidemment de mesurer l'impact de ces mesures. Et puis derrière, c'est aussi un enjeu, je dirais, plus sociétal, c'est-à-dire que ces mesures, elles bénéficient certes aux collaborateurs, à l'entreprise en termes de performance, mais aussi derrière à la société tout entière, notamment il y a un vrai impact sur les enfants. On sait que par exemple le stress d'un parent peut impacter très fortement les enfants, donc une entreprise qui se montre responsable de finalement l'impact qu'elle va avoir dans la vie de son collaborateur et plus largement dans la vie de la famille de son collaborateur, c'est je pense une entreprise qui œuvre pour le bien commun. Et puis on parle beaucoup des vases communicants, et c'est vrai que c'est du bon sens de penser que à partir du moment où on favorise le bien-être, l'épanouissement global du collaborateur, il aura plus d'attention à son travail, plus de motivation, plus d'énergie, et ça se traduira derrière par de la performance pour l'entreprise. Donc je pense qu'elle a énormément de bénéfices, et d'ailleurs les entreprises qui sont un petit peu plus avant-gardistes sur le sujet ne font pas marche arrière et sont des bons exemples à suivre pour traîner les plus réfractaires à agir. Et puis encore une fois, on peut commencer par des mesures qui ne coûtent pas grand-chose. Le simple fait de communiquer sur les droits des collaborateurs parents, sur les mesures déjà en place, d'avoir un guide, par exemple un guide parentalité, de communiquer sur les mesures, le congé maternité, paternité, de l'autoriser. Ça peut déjà passer par d'actions de communication. Et puis ensuite, en fonction des besoins des collaborateurs, et ça c'est vrai que je le dis beaucoup, il faut pas oublier de questionner les collaborateurs sur leurs besoins, parce que certaines entreprises pourraient avoir tendance à copier des mesures mises en place dans d'autres boîtes, mais l'idée c'est vraiment de se dire à chaque entreprise sa recette, et ça dépend des besoins exprimés par les collaborateurs, d'où l'importance pour les collaborateurs de savoir exprimer ces besoins, mais à partir de là chercher les mesures, que ce soit en termes d'organisation du travail, de politique de congé, de style de management, trouver ce qui correspondra le plus et la recette finalement pour cette entreprise en particulier. Donc c'est pas de la magie non plus.
plus. Les bénéfices, ils sont pas forcément tous à court terme. Toute entreprise qui s'inscrit dans cette démarche en tire profit. Et enfin, si vous deviez nous donner un seul conseil en tant qu'employé ou en tant qu'employeur, ce serait lequel ? Bonne question. Voilà, je pense qu'il faudrait appuyer sur l'importance peut-être de l'exemplarité. Oui, il y a des rôles modèles dans l'entreprise. Typiquement, pour un dirigeant, quand il est sensible à ces sujets-là et qu'il veut mettre en place une politique parentalité ou qu'il a déjà en place une politique parentalité, peut-être que le plus important, c'est que lui-même puisse se l'appliquer et lui-même puisse s'accorder, par exemple, de sortir un jour dans la semaine un peu plus tôt pour aller chercher ses enfants à l'école, de s'octroyer un congé paternité pour la naissance d'un de ses enfants. Et c'est vrai que je pense qu'on a tout à gagner sans partir dans des grands chantiers, simplement à sa propre échelle se montrer intégrer finalement ces questions, ne plus s'en cacher et peu importe son grade hiérarchique, on va dire, pouvoir montrer qu'on s'applique à soi-même une conciliation des vies et une prise en compte de sa propre famille au travail. Et ça, je pense que c'est inspirant pour tous les collaborateurs quand on a un manager qui s'autorise une certaine flexibilité pour assumer ses responsabilités familiales. Et derrière, ça permet de se l'autoriser plus facilement. Et encore une fois, le deuxième conseil, ce serait au-delà de l'exemplarité, de se montrer digne de. Ça rejoint l'exemplarité, digne de confiance, c'est-à-dire que tout ce que va mettre en place l'entreprise, derrière, il faut pouvoir se montrer responsable, autonome et aussi remercier en fait, être dans la gratitude de tout ce que l'entreprise peut déjà faire pour la conciliation des vies. Merci pour ce conseil assez pertinent. Nous concluons du coup ce nouvel épisode de Cactus. Merci beaucoup à vous Tiffaine d'avoir participé à cette nouvelle édition. Et puis à bientôt chers auditeurs pour un nouvel épisode de Cactus.